Salut, deuxième vidéo de la biophysique aujourd'hui, donc avec les interactions rayonnement ionisant matière. Donc c'est pas un cours très compliqué, vous allez voir, ça va bien se passer. On va voir dans un premier temps donc la petite introduction pour les rayonnements ionisants, ensuite les mécanismes généraux des interactions des rayonnements avec la matière, et après les interactions des photons puis des particules avec la matière. Donc d'abord, rapidement, hein, un rayonnement ionisant, c'est un rayonnement électromagnétique ou particulaire qui est capable de produire directement ou indirectement des ionisations d'atomes lors de sa traversée de la matière. Donc ça a différents intérêts. Par exemple, on va voir que ces rayonnements ionisants, ils vont avoir des effets biologiques, que ce soit au niveau de nos cellules, de nos tissus, de tout l'organisme. Ça sert aussi pour l'exploration diagnostique. On a ici une image en coupe scanner donc, qui utilise des rayons X que vous reverrez dans un autre cours. Et enfin, ça a des intérêts pour les traitements, avec là l'exemple de la radiothérapie. Donc maintenant, les mécanismes généraux des interactions des rayonnements avec la matière. Donc il faut savoir qu'un rayonnement, quand il va traverser la matière, il va lui transférer une partie de son énergie, ou alors même toute son énergie, et on va avoir trois principales conséquences que sont l'échauffement, l'excitation et l'ionisation. On reverra plus tard, on reparlera d'excitation et d'ionisation. Donc une interaction, ce qu'on appelle une interaction, c'est en fait un transfert d'énergie du rayonnement vers la matière. Et donc on va décrire plusieurs aspects à ces interactions, à savoir l'interaction élémentaire, c'est-à-dire l'interaction en elle-même, qu'est-ce qui se passe, combien d'énergie on va perdre, etc. On va parler des conséquences pour le rayonnement, qu'est-ce qui devient notre rayonnement une fois qu'il aura interagi avec la matière, et donc bien sûr les conséquences pour la matière. Donc quelques conventions d'écriture, le photon, on rappelle qu'il a une énergie E égale h nu, il sera représenté sur les schémas avec cette espèce de petite flèche avec des ondulations, hein. Les atomes de la matière, on les verra selon le modèle de Bohr, donc avec différentes couches K, L, M, qui seront appelées ici IJ, je ne sais pas pourquoi, c'est dans les diapos du prof, c'est comme ça, donc bah, IJ, pourquoi pas. En fait, c'est pour désigner une couche quelconque, hein, c'est pour ça. L'énergie de l'électron, donc on rappelle WI, et l'énergie de liaison, qui est l'énergie de l'électron en valeur absolue. Donc énergie de l'électron négative, énergie de liaison positive. Ok, donc on va commencer par l'excitation. On a dit notre photon d'énergie E égale h nu doit avoir une énergie donc inférieure à l'énergie de liaison de l'électron, donc inférieure à la valeur absolue de WI, et ça doit correspondre exactement, j'insiste sur le exactement, à l'écart entre deux énergies de liaison. Donc par exemple là entre la couche I et la couche J, et ainsi l'électron en fait va changer d'orbite, il va passer sur une case quantique libre, c'est-à-dire que notre couche J elle n'est pas complète, il y a de la place pour accueillir un électron. En fait c'est notre électron de la couche I qui est là, hop, il va sauter, il va se retrouver là. On le voit ici. Euh, donc notre atome passe d'un état fondamental, ce qu'on appelle l'état fondamental, c'est-à-dire l'état le plus stable où les électrons sont à la bonne couche, à un excès d'énergie qu'on va quantifier, donc qui vaut WI moins WJ. Donc en gros la différence d'énergie entre les deux couches. Donc comme je viens de dire, l'énergie absorbée, elle est dite quantifiée quand on parle d'excitation, parce que les seules transitions possibles, en gros, elles correspondent aux différences d'énergie. Il n'y a pas 36 milliards de combinaisons possibles. Voilà, et donc maintenant on va voir la différence avec les interactions par ionisation. Donc ici notre énergie du photon, elle est supérieure ou égale à l'énergie de liaison de l'atome, enfin de l'électron qui va être expulsé. Donc on parle d'ionisation, l'électron on le voit, il est expulsé de l'atome, il disparaît de l'atome. Et donc on passe aussi d'un état fondamental à un excès d'énergie. L'excès d'énergie, il vaut l'énergie de liaison de l'électron qui est expulsé. Et notre électron est expulsé forcément avec une énergie cinétique qui vaut T égale h nu moins l'énergie de liaison. En gros, h nu, on a dit l'énergie du photon, moins l'énergie consommée pour l'extraire, et ça nous donne l'énergie cinétique de l'électron. L'énergie absorbée ici, elle n'est pas quantifiée, parce que vous comprenez bien qu'il y a un peu toutes les possibilités qui sont possibles. Le photon peut avoir n'importe quelle valeur en énergie. Tant que celle-ci elle est supérieure à l'énergie de liaison, ça va fonctionner. Donc on dit que l'énergie absorbée n'est pas quantifiée. Ok, donc on va parler maintenant du caractère ionisant ou non d'un rayonnement. Donc d'abord les particules chargées vont avoir des interactions coulombiennes obligatoires avec la matière, c'est-à-dire des interactions électrostatiques qui peuvent avoir lieu même à distance, et donc ces particules sont considérées comme directement ionisantes. On peut citer par exemple les particules alpha, les particules bêta-, bêta+, les électrons ou les protons. Tout ça c'est des particules et c'est chargé. Et donc, c'est ce qu'on voit ici, hein, sur ce petit schéma. Là, par exemple, on a des électrons ou des particules bêta-, c'est négatif, qui vont en gros, même à distance, avoir des interactions avec les autres électrons de la matière. Et d'un autre côté, on a les particules neutres et les rayonnements électromagnétiques.
qui eux vont avoir des interactions non obligatoires, c'est-à-dire balistiques ou encore statistiques. Elles sont donc indirectement ionisantes. Et comment ça va provoquer des ionisations? En gros, on va avoir des électrons qui vont être mis en mouvement qui, eux, vont provoquer des ionisations, ou alors également des protons secondaires qui vont eux aussi permettre des ionisations. On voit là sur le schéma, par exemple, l'exemple du photon, il va traverser, et vraiment, s'il touche rien, il va continuer de traverser. C'est pour ça qu'on a cette notion de balistique, en fait, c'est ça touche ou ça touche pas. Et par exemple, là, il va rentrer dans un électron, ça va expulser l'électron, et cet électron qui aura son énergie cinétique, lui aussi, il va pouvoir provoquer des ionisations comme on le voit au-dessus. Donc ça vient de là le caractère indirectement ionisant, à différencier des particules chargées qui sont directement ionisantes. Ok, et donc pour se concentrer un peu plus sur les rayonnements électromagnétiques, on a ici un petit tableau qui nous donne les énergies de liaison des différents atomes qui composent notre organisme en majorité. Donc le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Il ne faut pas retenir ces valeurs, c'est pas important du tout. Ce qu'il faut retenir, c'est que de ça, on a déduit une valeur un peu moyenne de l'énergie de liaison de la molécule d'eau, qui est de 13,6 électronvolts. Et cette valeur, elle va nous servir de seuil pour déterminer quels sont les rayonnements électromagnétiques qui peuvent être ionisants et ceux qui ne peuvent pas. Et donc on considère qu'au-dessus de 13,6 électronvolts, ces rayonnements électromagnétiques sont ionisants, et en dessous de 13,6 électronvolts, ces rayonnements électromagnétiques ne sont pas ionisants. Donc quand on replace en gros cette valeur seuil sur notre spectre des rayonnements électromagnétiques, on voit que l'énergie elle est croissante à gauche dans ce sens. Et donc on voit que nos rayonnements gamma, nos rayons X et une partie seulement des rayons UV vont être ionisants. Et inversement, l'autre partie des rayons UV, les rayons du visible, l'infrarouge et les rayonnements radio sont eux non ionisants. On va parler maintenant des conséquences pour la matière. La première des conséquences, suite à une excitation ou à une ionisation, ça va être l'émission d'un photon de fluorescence. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, notre atome, il est excité ou il est ionisé, et son but, c'est de retourner dans son état fondamental. C'est pourquoi, en fait, il a un excès d'énergie, donc il est instable, et il veut retourner à cet état fondamental pour retrouver son architecture initiale, pour être plus stable, et donc, en faisant ça, il va restituer l'énergie qu'il avait en excès. Et donc, pour ça, une des manières de le faire, ça va être d'émettre ce photon de fluorescence. Donc, on va commencer après une ionisation. En fait, on va prendre un électron libre dans la matière, puisqu'il nous manque un électron dans l'atome, donc on va aller le chercher ailleurs dans la matière. L'électron libre, il va retourner en fait à sa place, donc là par exemple sur la couche I, et en retournant, le photon va être émis avec une énergie qui vaut l'excès d'énergie qu'on avait de base, c'est-à-dire WI en valeur absolue, donc l'énergie de liaison de la couche I. C'est un peu différent pour une excitation, où en gros, on a déjà le bon nombre d'électrons dans l'atome, on n'a pas besoin d'en prendre de l'extérieur. C'est simplement notre électron qui était sur une couche plus périphérique, il va revenir sur sa couche d'origine en émettant là aussi un photon de fluorescence qui aura pour énergie de même l'énergie qu'on avait en excès de base, c'est-à-dire la différence entre les deux. Ça c'est important parce que dans les QCM, on vous dira soit l'atome n'importe de bord ou quoi, dont les énergies de liaison sont pour la couche K machin, pour la couche L machin, il a subi une excitation ou une ionisation de la couche K par exemple, et on se dira est-ce qu'on peut observer un photon de fluorescence d'énergie temps. Donc ce sera important de savoir calculer les énergies des photons de fluorescence, et en sachant qu'il peut y avoir également des cascades de réarrangement. C'est-à-dire par exemple après l'ionisation, au lieu d'avoir notre électron libre qui vient directement sur la couche I, on a l'électron de la couche J, il vient sur la couche I, l'électron de la couche H, il vient sur la couche J, l'électron libre, il vient sur la couche H. Donc on comprend qu'on a 3 photons de fluorescence émis à chaque fois. Le premier qui correspond à la transition de la couche J à la couche I comme pour une excitation classique, donc WI moins WJ en valeur absolue. Le deuxième de la couche H à la couche J, donc WJ moins WH. Et enfin le dernier sur la couche H qui vaut WH. Et quand on fait la simplification de tout ça, on se retrouve avec WI qui correspond bien au photon de fluorescence qu'on aurait eu de base en fait, si cet électron-là était venu directement ici. Donc tout est bon. Et on a le même concept que je ne vais pas détailler, mais c'est exactement la même chose pour l'excitation, où on retombe à la fin sur la même énergie au final de tous les photons de fluorescence, d'un photon de fluorescence unique s'il avait fait une transition directe. La deuxième possibilité, donc pour les conséquences pour la matière, c'est l'émission d'un électron OG. Un électron OG, qu'est-ce que c'est? C'est quand notre photon de fluorescence qu'on vient d'émettre, il va expulser un autre électron du même atome, qui est en général un électron un peu plus périphérique.
Donc par exemple ici, après l'ionisation, on a notre électron libre, il vient sur sa couche I, il émet son petit photon de fluorescence d'énergie WI en valeur absolue, et ce petit photon, il va éjecter cet électron qui est sur la couche X. Et donc cet électron, il va être éjecté avec une énergie cinétique aussi, qui va valoir l'énergie du photon de fluorescence, moins l'énergie de liaison de cette couche. Donc ici, on a dit que l'énergie du photon de fluorescence était WI, donc WI, en valeur absolue toujours, moins WX, parce que cet électron est sur la couche X. Après une excitation, c'est le même principe. On a notre photon de fluorescence qui est émis, qui a une énergie qui vaut donc WI moins WJ en valeur absolue toujours. Il émet notre photon de la couche X, et donc on n'oublie pas que là, du coup, on a entre guillemets deux soustractions à faire. La soustraction pour calculer l'énergie du photon de fluorescence après l'excitation, et la soustraction pour calculer l'énergie de l'électron au G après l'ionisation en gros de l'électron de la couche X. Donc si on peut faire un petit bilan des conséquences pour la matière, un atome, quand il est ionisé ou excité, il a deux façons de retourner à son état fondamental, le photon de fluorescence et l'électron au G. Et donc ces deux phénomènes ils sont un petit peu en compétition et on va caractériser ça par ce qu'on appelle le rendement de fluorescence. Donc ce rendement il va dépendre plus ou moins du Z de l'atome. On voit ici sa petite formule, donc c'est la probabilité d'émettre un photon de fluorescence sur la probabilité d'émettre un électron au G. On a le petit graphique qui a été obtenu expérimentalement. On voit que le rendement augmente avec le numéro atomique, ce qui signifie qu'en fait pour un numéro atomique Z assez élevé, on aura plutôt une probabilité d'émettre des photons de fluorescence, et quand le Z est plutôt faible, à l'inverse, on aura plutôt une probabilité d'émettre des électrons au G. Voilà, donc on va passer à la partie sur les interactions des photons avec la matière. On va parler de l'atténuation de ces photons. Quand ils traversent la matière, il va y avoir plusieurs possibilités. Ils peuvent être absorbés, donc c'est par exemple ces flèches qu'on voit là où ça s'arrête vraiment dans la matière. Ils peuvent être diffusés, c'est-à-dire en gros déviés, c'est ces photons avec ces flèches qui partent un peu dans tous les sens. Et enfin, ils peuvent être transmis, c'est-à-dire juste traverser la matière et il ne se passe rien vraiment pour eux. Donc on va s'intéresser un petit peu aux photons transmis surtout. Donc pour calculer leur nombre, on a n moins dn, donc n étant le nombre de photons à l'origine, et moins dn étant égal à micro fois n fois dx. Donc micro, on va le revoir, c'est la probabilité d'interaction par unité de longueur. N, on a dit notre nombre de photons à l'origine, et dx, en gros, l'épaisseur traversée. Une autre façon d'exprimer notre nombre de photons à un endroit x, c'est on a n0, donc là aussi ça correspond à notre nombre de photons à l'origine, exponentielle moins micro x. Donc encore une fois, micro, la probabilité d'interaction par unité de longueur, et x, donc l'épaisseur. Et donc cette formule, elle sert surtout à nous montrer que l'atténuation des photons en traversant la matière, elle est exponentielle. S'il y a bien un truc qu'il faut retenir de toutes ces diapos, c'est ça, c'est que l'atténuation des photons, elle est vraiment exponentielle. Voilà, donc on va parler un peu plus en détail maintenant de ce petit micro là. Donc en fait, ça correspond au coefficient linéique d'atténuation. C'est donc une probabilité d'interaction par unité de longueur, donc unité de longueur moins 1. Et c'est un coefficient qui est spécifique du milieu et de l'énergie des photons. Et ça dépend donc du coup de l'état de ce milieu. Et il nous sert dans cette formule qu'on a vue tout à l'heure, nx égale à n0 exponentielle moins micro x. Notre problème avec ce coefficient, c'est que l'épaisseur x, elle est souvent assez difficile à mesurer. Et du coup, on va utiliser un autre petit coefficient qui est micro sur ρ, qui va correspondre au coefficient massique d'atténuation. Pourquoi? Parce que ρ, en fait, c'est juste notre masse volumique, c'est celle que vous connaissez depuis le lycée. Du coup, son unité à celui-là, c'est une longueur au carré par unité de masse. Et ce coefficient, déjà, ne dépend pas de l'état du milieu, donc c'est déjà mieux. Et la formule, du coup, on l'adapte un petit peu. On a donc nx égale n0 exponentielle moins micro sur ρ, donc c'est celui-là, fois ρx. Donc en fait, c'est exactement la même formule, parce que les deux ρ s'annulent, mais ça nous permet de ne pas avoir à calculer notre épaisseur x. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a ρx qui est plus facile à calculer. C'est ce qu'on appelle la masse surfacique. C'est en gros donc ρx. Rho, on a dit, c'est la masse volumique, donc masse sur volume, multiplié par x. On rappelle qu'un volume, c'est une surface sur une épaisseur. Donc nos deux épaisseurs, elles s'annulent. Et on se retrouve avec la masse sur la surface, donc la masse surfacique. Et c'est un peu plus facile à calculer que notre épaisseur. Donc on aura tendance à utiliser plutôt celui-là. C'est surtout important à comprendre, c'est pas forcément à retenir, il n'y a pas forcément besoin d'apprendre ces formules. Et on ne vous demandera pas de les appliquer. Voilà, donc ce qu'on vous demandera de retenir par contre et surtout de savoir appliquer, c'est la couche de demi-atténuation, c'est-à-dire l'épaisseur qui diminue le flux de photons
d'un facteur 2. Donc c'est en gros hein, ce qui est écrit ici, c'est-à-dire notre flux de photons initial N0, pour qu'il soit divisé par 2, on veut une épaisseur, au lieu d'écrire X, on écrit CDA, c'est la couche de demi-atténuation. C'est ce qui est représenté un peu sur ce graphique, notre flux initial, notre décroissance exponentielle. Quand on arrive à un flux de photons qui vaut la moitié de ce qu'il était à l'origine, on regarde l'épaisseur, ça correspond à notre couche de demi-atténuation. Cette formule, on ne vous demandera pas tant que ça de l'appliquer, ce qui compte surtout c'est celle-ci. CDA égale ln de 2 sur micro, donc ln de 2 sur notre coefficient linéique d'atténuation. ln de 2, ça vaut à peu près 0,7, il vous sera donné hein, s'il y en a besoin. Et c'est une formule qui est déjà tombée au concours PACES à l'époque, donc retenez-la, on ne sait jamais. Ce qu'il faut savoir également, c'est que quand on a plusieurs couches de demi-atténuation, ce qui est écrit ici, un KCDA, on va diviser à chaque fois par 2. Donc, on divise notre flux de photons original par 2 puissance K. C'est-à-dire que s'il y a 2 couches de demi-atténuation, on divise par 2 et on redivise encore par 2. Si on a 3, on divise par 2, on divise par 2 et on divise par 2. À chaque fois, en fait, on va diviser le résultat qu'on a à l'origine par 2. C'est ce qui est exprimé aussi avec cette formule. Et ce qui permet surtout de comprendre ça, hein, c'est ce petit graphique. N0 divisé par 2, une CDA, N0 divisé par 4, donc divisé par 2, encore divisé par 2, 2 CDA, divisé par 8, c'est-à-dire 2 puissance 3, ou divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, c'est pour 3 CDA, etc., etc. On a ce tableau aussi qui l'exprime pas mal, et qui va nous exprimer surtout le pourcentage de photons transmis. C'est-à-dire qu'au bout d'une CDA, on a N0 sur 2 qui sont atténués en photons, c'est-à-dire que les photons qui sont transmis, il y en a la moitié. Pour 2 CDA, vous avez 75% des photons qui sont atténués ou 25% qui sont transmis. Et donc à chaque fois, le nombre de photons transmis va être divisé par 2, hein, c'est ce qui est exprimé ici aussi. Donc il faut savoir aussi que l'absorption d'un faisceau de photons, elle ne va jamais être vraiment totale. Mais on peut considérer qu'au bout de 10 couches de demi-atténuation, le nombre de photons transmis est négligeable. Donc voilà, il n'y aura pas de piège sur ça spécifiquement en mode ouais, machin, c'est atténué ou quoi. C'est considérer qu'au bout de 10 couches de demi-atténuation, le nombre de photons transmis est négligeable. Voilà, c'est tout. Voilà, donc maintenant on va parler des mécanismes d'interaction des photons avec la matière. Donc il y en a plusieurs. On va parler d'abord de l'effet photoélectrique. Ça correspond à un transfert de la totalité de l'énergie du photon incident à un d'électrons des atomes de la matière. Donc là, on voit notre petit photon incident, il y a un électron dans l'atome, et paf, ça transmet la totalité de son énergie. Et on se retrouve donc avec un photoélectron qui aura une énergie cinétique T qui vaudra h nu l'énergie de l'électron moins l'énergie de liaison de l'électron de l'atome. Petite parenthèse, hein, ça correspond exactement à l'ionisation qu'on a vue tout à l'heure. Et là, maintenant, on appelle ça l'effet photoélectrique, mais en gros, c'est la même chose. Et donc, cet effet photoélectrique, il aura quelques conséquences quand même pour la matière. C'est-à-dire que l'atome, d'abord, il va devoir se réarranger, comme on a vu tout à l'heure, par des photons de fluorescence et des électrons au jet. Notre électron qui s'est fait ioniser, du coup, il va perdre son énergie cinétique en faisant des ionisations successives. C'est ce qu'on voit ici, hein. Donc là, notre photon, il arrive sur notre électron qui est ionisé, et donc il va partir, il va faire toutes ces petites interactions un peu partout, on voit son trajet assez sinueux. Et enfin, notre rayonnement, vu qu'il transfère la totalité de son énergie, il va tout simplement disparaître. Un autre mécanisme d'interaction, c'est l'effet Compton. C'est un peu la même chose, la seule différence, c'est qu'au lieu de transférer la totalité de son énergie, on va transférer seulement une partie de l'énergie du photon à l'électron. Donc, du coup, notre énergie incidente, elle va être répartie comme on le voit ici, hein. On appelle h nu 1 notre énergie incidente. Et en gros, on aura d'une part h nu 2, c'est-à-dire l'énergie restante de notre électron, et d'une autre part, notre énergie cinétique T de l'électron comme temps. Donc les conséquences pour la matière, elles sont plus ou moins similaires. L'atome va toujours devoir se réarranger, que ce soit par photon de fluorescence ou par électron au jet. Notre électron ionisé, pareil, il va perdre son énergie cinétique par ionisation successive, c'est ce qu'on voit là. Et la seule différence, c'est notre rayonnement, au lieu de disparaître, il va être en partie diffusé avec notre énergie h nu. Enfin, dernier mécanisme d'interaction des photons, c'est la création de paires. C'est quand un photon qui est très énergétique, il va passer à proximité d'un noyau et qui va voir son énergie transformée en deux particules. Alors, ne me demandez pas comment ça marche, je ne sais pas, les profs ne vous l'expliquent pas, de toute façon, c'est beaucoup trop compliqué à notre niveau. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un seuil pour la création de paires qui correspond à 1022 kV ou 1,022 MeV. Ce seuil, en fait, à quoi il correspond? On se souvient de notre loi d'équivalence masse-énergie
grâce à Einstein, qui nous dit que la masse c'est de l'énergie c'est de la masse, hein, plus ou moins. Et donc pour des particules comme l'électron et la particule bêta+, si on convertit leur masse en énergie, vous reverrez ça plus en détail dans le cours, de toute façon, c'est pas très important là, on se retrouve avec 511 keV pour l'électron et 511 keV pour le bêta+. Donc forcément, quand on a les deux ensemble, ça fait 1022 keV et c'est le seuil qu'il faut pour transformer notre énergie en ces deux particules. Si vous n'avez pas l'énergie suffisante, forcément, vous ne pouvez pas créer l'énergie de nos particules par magie. Voilà, donc ces différents mécanismes d'interaction, ils vont avoir différentes probabilités d'apparaître. Donc on va commencer pareil par l'effet photoélectrique, on voit cette petite courbe ici. On la note taux, et donc on adapte la formule, hein, notre nombre de photons à l'origine égale, enfin notre nombre de photons à une épaisseur x égale au nombre de photons à l'origine exponentielle moins taux x. Et donc ce taux, il a une petite formule qui n'est pas à connaître, où on voit que intervient notamment le numéro atomique élevé au cube, et au dénominateur, l'énergie du photon élevée au cube. On a plus ou moins la même formule en utilisant le rho, peu importe, il ne faut pas connaître ces formules. Ce que ces formules permettent de voir surtout, c'est que la probabilité, elle va être élevée quand le Z sera grand, donc pour les éléments un peu plus lourds. Elle va être élevée quand le H nu sera faible, donc pour les photons de faible énergie. C'est ce qu'on voit clairement sur ce graphique, hein. Il faut savoir à quoi ça ressemble, un graphique de probabilité pour l'effet photoélectrique. On voit que plus l'énergie en abscisse des photons augmente, plus la probabilité va diminuer. Et donc là, on voit également un truc assez intéressant, c'est qu'il y a des pics un peu sur cette courbe. Ça correspond en fait exactement à nos énergies de liaison pour les couches L, K, etc. Pourquoi? Parce que c'est particulièrement stable à ces couches-là. Ensuite, on a l'effet de Compton. Donc la courbe, elle ressemble à ça. On la note sigma cette fois, donc nx égale n0 exponentielle moins sigma x. Pareil, les formules ne sont pas à retenir. Ce qu'elles permettent de voir cependant, c'est que ici aussi, la probabilité va diminuer quand l'énergie du photon augmente, parce que l'énergie est au dénominateur, mais un peu moins vite que pour l'effet photoélectrique, parce que du coup, là, l'énergie n'est pas élevée au cube. Et surtout, cette probabilité est pratiquement indépendante de la nature de la matière, parce que là, on voit que le Z de l'atome n'intervient pas. Donc pareil, là, la courbe, on a moins de pic, du coup, parce que le Z n'intervient pas. Et surtout, on voit que ça décroît avec l'énergie des photons. Enfin, pour la création de paires, c'est bien, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle est notée pi, elle a cette tête-là, tout simplement. Et on voit surtout, ce qui est important, encore une fois, c'est le seuil à 1,022 MeV. Avant ça, on ne peut pas avoir de création de paires parce qu'on n'a pas l'énergie nécessaire pour transformer l'énergie du photon en deux particules. Voilà, donc pour ces différentes probabilités d'interaction, il faut parler des importances relatives donc, entre elles. Et donc on va voir deux choses. Premièrement, par rapport à l'énergie du photon, et deuxièmement, par rapport à l'élément. Donc d'abord, par rapport à l'énergie, on voit que pour les photons d'énergie faible, on aura surtout de l'effet photoélectrique, avec ensuite l'effet Compton qui sera majoritaire. Et enfin, quand ces effets auront plutôt diminué, on aura surtout de la création de paires à partir, encore une fois, du seuil d'1,022 MeV. Et donc en tout, la somme de ces trois effets, hein, ça nous donne notre courbe totale qui correspond entre guillemets à notre micro, c'est la courbe en rouge. Et donc la différence ensuite entre des éléments lourds et des éléments un peu plus légers, donc là entre le plomb et l'eau, on voit que pour l'effet Compton et pour la création de paires, les courbes elles sont sensiblement identiques, parce que tout simplement ça ne prend pas en compte le Z de l'élément. Par contre, entre le plomb et l'eau, on voit que la courbe de l'effet photoélectrique, elle change énormément. Et par exemple, forcément, pour les éléments plus lourds comme le plomb, les probabilités sont bien plus élevées que pour l'eau, qui a un Z bien plus faible. Voilà, donc enfin, on va voir la dernière partie sur les interactions des particules avec la matière. Donc on va essayer d'être assez rapide, hein. Donc d'abord, les neutrons. On rappelle que les neutrons sont neutres et qu'ils ont des interactions balistiques avec les noyaux, et donc ils sont assez pénétrants. On va distinguer deux cas, donc les neutrons rapides et les neutrons lents. Et parmi les neutrons rapides, on a plusieurs possibilités selon le milieu dans lequel ils se trouvent. D'un côté, les milieux riches en hydrogène, c'est-à-dire des noyaux assez légers, on va avoir un transfert d'énergie maximale au noyau avec la production de protons secondaires. C'est ce qu'il y a en gros sur ce schéma, on est dans un milieu riche en hydrogène. Et donc, nos noyaux d'hydrogène, on va provoquer des protons secondaires qui vont être envoyés, qui vont eux provoquer des ionisations. On a aussi dans des milieux composés de noyaux plus lourds, on aura de la simple diffusion
Donc en gros, nos neutrons qui vont plus ou moins rebondir et être déviés ailleurs. Et donc, d'un autre côté, les neutrons lents qui vont être absorbés par les noyaux. Donc là, par exemple, on a l'exemple de notre neutron rapide dans notre milieu riche en hydrogène. Il va provoquer ces petits protons secondaires, etc. Donc il va perdre de l'énergie, il va ralentir de plus en plus. Et quand il est trop lent, il va venir être absorbé par le noyau qui va devenir radioactif parce que forcément, il aura trop de neutrons. Vous reverrez ça dans le cours sur le noyau et dans le cours sur la radioactivité. Voilà, et donc enfin, on va parler des interactions des particules chargées positivement, c'est-à-dire les protons et les particules alpha, qui vont avoir des interactions coulombiennes ou électrostatiques avec les électrons de la matière. Donc ce sont des particules directement ionisantes, d'autant plus qu'elles ont une masse qui est supérieure à la masse de l'électron. Donc on voit par exemple le trajet d'une de ces particules, même les électrons à distance, on voit qu'ils sont attirés parce qu'un électron est négatif et les particules sont positives. Donc négatif, positif, ça s'attire. Et donc on voit que ça va provoquer des ionisations. Leur trajectoire va être assez rectiligne et leur parcours relativement court. Et ce qui est intéressant de remarquer dans leur trajectoire et leur parcours, c'est ce qu'on appelle le pic de Bragg. C'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation brutale de la concentration des ionisations au moment où la vitesse diminue, avec une chute brutale des ionisations à partir d'une certaine distance. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir un certain nombre d'ionisations. Au bout d'une certaine distance, les ionisations, ça va augmenter d'un coup, on va avoir toutes les ionisations concentrées à un même endroit. Et d'un coup, paf, plus d'énergie, plus d'ionisation, ça diminue. Et vous le reverrez dans le cours complet, là le cours n'est pas complet, mais vous reverrez que ça sert notamment dans la protonthérapie par exemple, afin de viser une tumeur par exemple, qui serait à une distance précise pour pas abîmer les tissus qui seraient derrière. Mais vous reverrez ça plus tard. Donc enfin, pour conclure, hein, entre guillemets, sur ce cours, hein, on voit que les différentes interactions vont dépendre notamment de la particule, que ce soit pour la profondeur où elles auront lieu, que ce soit pour les mécanismes d'interaction, etc. On voit pour les protons, donc ce pic de Bragg, on voit que les électrons ils vont être atténués assez rapidement. On voit que les photons sont très pénétrants. Et on voit avec ce deuxième petit schéma notamment qu'une feuille de papier suffirait pour atténuer une particule alpha. Pour atténuer une particule bêta-, il nous faudrait plutôt une petite couche d'aluminium quand même. Que les photons, après une grande épaisseur de plomb, une grande, relativement, hein, épaisseur de plomb, ils seraient en partie atténués seulement. Et enfin, on voit que nos neutrons donc, sont très 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 pénétrants. Voilà, donc c'est la fin de ce cours sur les rayonnements ionisants et les interactions avec la matière. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le forum, on y répond. N'hésitez pas aussi à faire le DM quand on vous postera le dernier jour de nos vidéos. Donc le jour où la dernière vidéo sort, on vous sortira un DM d'application numérique. On fera tous les calculs qui pourront tomber, les plus typiques, hein, et on fera un live pour y répondre et voir ça en détail. Et si j'avais des questions aussi, n'hésitez pas à venir les poser sur le live. Voilà, donc c'est tout. Prenez une pause, prenez un petit café, regardez la vidéo suivante, je ne sais pas ce qui sort là aujourd'hui pour la petite rentrée. Et voilà, bisous! Bisous!